Bonjour et bienvenue sur Insider Golf. Nous sommes aujourd'hui avec Romain Langasque et nous allons parler de wedging. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors Romain, la première question qu'on a pour toi, c'est combien de wedge as-tu dans le sac et pourquoi est-ce que tu as la quantité de wedge que tu as? Écoute, moi j'ai un 58 et un 51 degrés, donc j'ai uniquement 2 wedges dans mon sac. Pourquoi? Parce que pour moi c'est important d'avoir un bois 5 et un fer 3. D'accord. J'utilise beaucoup le bois 5 sur les par 5 pour attaquer les greens en 2 et le fer 3 sur les départs pour avoir une balle assez basse. Ouais. Donc voilà, moi j'ai toujours mis la priorité sur ça et ça fait maintenant un bon moment que j'ai 200 wedge et que je joue avec 200 wedge. On rappelle qu'on a le droit d'avoir que 14 clubs dans le sac. Quand tu as 3 bois et un fer 3, tu es obligé d'avoir que 2 wedges. Exactement. Super. Comment est-ce que tu fais pour être aussi performant sur ton wedging? On sait qu'il y a des joueurs qui jouent sur l'intensité, d'autres qui jouent sur des amplitudes différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ton système de wedging qui est assez performant après avoir regardé les statistiques du Tour européen? Ouais. Alors écoute, moi, en fait, j'ai une base de données qui est une base de distance. En fait, j'ai 3 distances par 100 wedge. J'ai une distance qu'on appelle ça à 9 heures. Donc c'est à 9 heures de mon swing, une distance à 10h30 de mon swing, à 3 quarts. Et une distance pleine. Ça va me donner donc 3 distances par wedge qui sont à peu près pour moi 70, 90 et 100, 105 pour le 58, qui sont 80, 100 et 120 sur le 52. À partir de ces distances-là, je vais choisir le coup qui va être adapté à la situation. On va prendre un exemple. J'ai 70 mètres mais avec un drapeau court. Ouais. Je vais privilégier un coup de 58 avec mon 9 heures, un peu la face ouverte et de la vitesse qui va lui donner du spin. D'accord, où elle risque de tomber derrière le drapeau et de un peu revenir. A contrario, imaginons, j'ai 80 mètres au drapeau, mais avec un drapeau qui va être au fond du green, et ben, je vais prendre mon 52 en 9 heures et là je vais faire un swing un peu plus lent. En fait, j'ai une base de données qui est solide, qui est tout le temps la même et que je répète au practice. Et à partir de cette base de données-là, par rapport à la situation, je m'adapte. Super, donc pour toi, ces amplitudes de 9h, 10h30 et un full swing te permettent de générer la distance souhaitée et l'intensité que tu rajoutes permet de contrôler le spin. Alors, l'intensité, mais pas que. L'intensité, l'ouverture de la face de club ou pas, et la position des mains sur le grip. Donc c'est un combo des 3. Voilà. Donc on pourrait croire, ouais, c'est assez feeling, c'est quand même beaucoup de hasard et tout ça. Alors oui et non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des matériaux comme le Trackman. Moi j'ai un programme de wedging avec mon caddie qui sont de 20 coups par exemple, avec entre 50 et 110 mètres en random, ce qu'on appelle, donc en aléatoire. Et je fais ça, j'en fais quasiment tous les jours sur le Tour européen, ou au moins le lundi, le mardi et le mercredi. Du coup forcément mon esprit, quand il voit la situation et il voit le coup, ça vient automatiquement parce que je me rappelle de comment c'était. Tu t'entraînes avec Mathieu Santerre. Essentiellement, tu passes, j'imagine, beaucoup de temps sur le wedging et les coups à moins de 100 mètres parce que c'est un coup qui te permet, dans une journée où tu es un peu moins performant, de sauver les parts, de faire des birdies sur les par 5. Qu'est-ce que représente le wedging en termes de quantité sur un entraînement? Je pense que c'est vraiment, pour moi, au moins 30% de l'entraînement qui va être basé sur le wedging. Que sur le wedging. Comme tu le disais, quand tu rates une mise en jeu que tu te ressens, tu vas t'appuyer sur ton wedging. Quand tu vas pas attaquer un par 52, tu vas t'appuyer sur ton wedging. Et quand tu vas mettre un gros drive sur un par 4, tu vas t'appuyer sur ton wedging. Donc c'est quand même une partie du jeu qui est très importante. Tu as grandi à Saint-Donat. Tu joues à Saint-Donat depuis très longtemps. Il y a un compact à Saint-Donat qui est fantastique. Est-ce que tu recommandes de passer du temps sur le compact, de prendre l'habitude de jouer ces coups de 30, 40, 50 à 100 mètres? Ouais, bien sûr. Je pense que ça, c'est, pour moi, c'est le plus important. Et puis, c'est le plus fun aussi de pouvoir mettre des coups près du drapeau et de faire des birdies. Après, pour les gens qui n'ont pas forcément de compact, c'est mon opinion, mais il n'y a pas de honte à partir des rouges et d'essayer de faire sous le par des rouges, d'avoir des coups plus courts, d'accepter de se mettre dans des situations où tu vas essayer de casser le parcours plutôt que de faire 80 ou plus des blancs. Pourquoi pas faire 70 des rouges ou des bleus? Voilà, donc je pense que c'est un compartiment qui est assez mis de côté par les amateurs parce que c'est pas un gros kiff de wedging. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose qui peut te permettre de scorer vraiment quand tu commences à bien jouer au golf. On en a profité pour regarder un peu les stats du PGA Tour. 6 mètres de dispersion sur les coups à 100 yards, c'est la moyenne du PGA Tour.
On a tendance à penser, quand on regarde la télé, qu'on regarde un tournoi du PGA Tour, que les meilleurs joueurs sont toujours très près du drapeau. Oui, c'est vrai, mais il y a une moyenne qui fait que 6 mètres de dispersion à moins de 100 mètres est la moyenne du PGA Tour. Est-ce que ce sont des statistiques que tu utilises, que tu regardes avec ton caddie, avec ton coach? Et est-ce que ce sont des statistiques qui t'intéressent? Ouais, bien sûr. Les statistiques, nous, aujourd'hui, c'est notre base de données. C'est ce qui va aussi permettre de guider nos entraînements. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour ma part, au wedging, je m'entraîne à 4% du drapeau. 4%, donc à 100 mètres, ce serait 4 mètres de dispersion. Exactement. Ouais. Après, il faut se méfier de la télé parce qu'à la télé, c'est vrai qu'on voit que les bons coups. Mais c'est pareil, que ce soit au wedging, 4 mètres du drapeau, c'est toujours bien. Mais moi, par exemple, aussi au chipping, je vais m'appuyer sur un 10%. C'est-à-dire que si j'ai un chip de 20 mètres et que je me mets à 2 mètres, on pourrait être déçu, putain, elle n'est pas donnée, machin. Mais en fait, moi, si je me mets à 2 mètres, je me dis que c'est un bon coup et en fait, je vais appréhender le putt avec une meilleure façon mentale qui va me permettre dans une bonne dynamique. L'attitude, on sait très bien que l'attitude, c'est quelque chose de très important. Romain, merci pour ces tips magnifiques sur le wedging et bonne chance à vous. N'oubliez pas de réparer vos pitch marks parce que quand vous faites du wedging sur un green, vous faites un pitch et c'est quelque chose qui est assez important.